Un télégramme taché de sang a révélé des secrets enfouis depuis des décennies dans le désert. Quand le shérif l'a ouvert, il a senti le poids de la mort planer sur la ville. D'anciennes rivalités ont ressurgi de l'ombre, et un passé violent menace de détruire tout ce qu'il avait juré de protéger. Une histoire de justice, de vengeance et de rédemption sous le soleil impitoyable du Far West. Préparez-vous à un voyage où chaque grain de poussière raconte une histoire de douleur. Laissez un like, abonnez-vous et dites-nous de quel état vous suivez cette saga. À l'aube naissante, quand le vent chuchotait des promesses oubliées dans les dunes, la poussière s'élevait comme un spectre rouge sur la petite communauté de Prosperity. Prosperity, un nom qui semblait presque une dérision face à l'aridité qui l'entourait, était un point d'étape rude et résilient, né de l'arrivée des rails de fer qui déchiraient l'immensité. Ici, le soleil ne se contentait pas de chauffer, il martelait la terre et les âmes, testant la persévérance de chaque homme, femme et enfant qui osait appeler cet endroit chez soi. Les constructions de bois, tordues et délabrées, grinçaient sous la pression constante du vent sec, semblant murmurer des secrets gardés par les générations qui y avaient lutté et péri. L'odeur était celle de la poussière, de la sueur et de la promesse ténue du progrès qui arrivait dans la fumée noire du train. Le shérif, Thomas Sterling, était la personnification de cette terre, dure à l'extérieur, avec de profondes rides sillonnant son visage marqué par le soleil et les soucis, mais avec une quiétude intérieure qui frôlait la mélancolie. Ses yeux bleus, autrefois pleins d'un éclat jeune, portaient désormais l'ombre lourde de ce qu'il avait vu et perdu. Thomas ne parlait pas beaucoup. Chaque mot était mesuré, pesé, comme les pépites d'or que certains rêvaient encore de trouver dans les collines lointaines. Sa droiture était la colonne vertébrale de la loi à Prosperity, mais à l'intérieur, une blessure mal cicatrisée le rongeait. Des années auparavant, une attaque violente contre une implantation voisine, où il servait comme shérif, avait entraîné la perte de presque tout ce qu'il aimait, y compris la vie de sa jeune épouse. La culpabilité le suivait comme un loup, affamé, grognant dans ses moments de doute et d'épuisement. Il se sentait comme un arbre solitaire dans le désert, ses racines profondes, son écorce épaisse, mais avec le tronc creusé par la douleur. Prosperity était son refuge, son dernier poste. Un endroit où il espérait trouver une certaine mesure de paix, ou peut-être une chance de compenser le passé. La routine à Prosperity était brutale et monotone. Les jours s'étiraient sous le soleil brûlant, rythmé seulement par l'arrivée bruyante du train 2 fois par semaine et par les soirées au saloon, où la boisson et la musique noyaient temporairement les difficultés de la vie. Le saloon The Lucky Spur était le cœur social de la ville, un creuset de cow-boys, de voyageurs, de mineurs et des rares habitants permanents. L'odeur forte du whisky bon marché, du tabac et de la sueur imprégnait l'air, et le son des pianos, des accordés et des rires forts et bruyants était la bande sonore de la vie nocturne. En dehors de là, la loi était la survie. Les éleveurs de bétail luttaient pour protéger leurs troupeaux. Le commerce dépendait de la bonne volonté des voyageurs et la peur de l'inconnu rôdait dans les vastes plaines. L'arrivée de Sarah, Miller a changé quelque chose dans le paysage de Prosperity, quelque chose de plus subtil que la construction d'un nouveau bâtiment. Sarah était différente. Ce n'était pas une femme de l'Est en quête de fortune ou une danseuse de saloon. Elle est arrivée avec une petite charrette chargée de caisses de livres, un sourire déterminé et le rêve d'ouvrir une école. Ses yeux étaient clairs et intelligents, et sa présence dégageait une quiétude différente de celle de Thomas, une quiétude née d'un but, pas d'un fardeau. Elle voyait la connaissance comme la lumière capable de dissiper l'obscurité de l'ignorance et de la brutalité qui caractérisaient si souvent la frontière. Établir l'école dans une vieille baraque abandonnée fut une tâche ardue, mais Sarah releva le défi avec une résilience surprenante. Les enfants, habitués à une vie de labeur et à peu d'opportunités, la regardaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Aux limites de la ville, dans une humble cabane construite en pierres et en terre, vivait le guérisseur, un homme aux cheveux blancs et à la peau tannée par le soleil, connu seulement sous le nom de Vieil Aigle. Sa sagesse venait de la terre, des plantes et d'anciennes traditions transmises de génération en génération. La moitié de la communauté le regardait avec respect et cherchait ses remèdes pour soigner les maladies.
L'autre moitié le craignait, croyant qu'il possédait des pouvoirs mystiques et était lié à des forces obscures. Sa cabane sentait les herbes séchées, la fumée et la terre humide, un arôme réconfortant pour certains, inquiétant pour d'autres. Vieil-Aigle comprenait la terre d'une manière que les nouveaux venus ne pouvaient pas. Pour lui, la terre n'était pas seulement un sol à cultiver ou à forer en quête de richesse. C'était un être vivant, avec son propre esprit et son propre caractère. Sa motivation était de protéger cette connaissance ancestrale, la voyant menacée par la marche implacable du progrès. Le climat de cet été-là était exceptionnellement cruel. Les sécheresses se prolongeaient, fissurant la terre en motifs complexes qui ressemblaient à la peau vieillie d'une créature géante. Le vent, un compagnon constant, hurlait à travers les fissures dans les murs des maisons, comme un héros de la misère. Les tempêtes, quand elles venaient, étaient furieuses, fouettant la poussière et les pierres avec une violence aveugle, mais apportaient rarement la pluie si désespérément nécessaire. C'était un climat qui testait la foi, la capacité de croire que la lumière reviendrait après l'obscurité. L'espoir dans cet endroit était un cactus solitaire, épineux et difficile à atteindre, mais qui s'obstinait à fleurir contre toute attente. Les nuits, bien que froides et claires, avec un ciel étoilé qui semblait infiniment profond, apportaient avec elles une solitude oppressante, rappelant à tous la vastitude et l'isolement de ces terres. Puis, la routine brutale fut brisée. Le bétail commença à disparaître, pas une ou deux, mais par troupeaux entiers, disparaissant durant la nuit sans laisser de traces évidentes. Les éleveurs de bétail paniquèrent. Le bétail était leur subsistance, leur avenir. La tension monta comme un nuage d'orage à l'horizon, chargé d'accusations et de méfiance. Les fermiers, des hommes rudes habitués à régler les problèmes, par la force brute, pointaient du doigt les nouveaux visages qui arrivaient par le train. Joueurs, vagabonds, quiconque semblait différent. Ceux-ci, à leur tour, murmuraient au sujet des sauvages, des terres du Nord, les peuples autochtones, qui y vivaient traditionnellement. Thomas Sterling, tel un fleuve coulant entre des rives hostiles, se retrouva au milieu de ce tourbillon. Sa tâche était de maintenir l'ordre, mais aussi d'enquêter. Les traces étaient étranges. Ce n'étaient pas des empreintes de voleurs de bétail ordinaires, ni les chemins évidents de troupeaux volés. Elles semblaient s'évaporer dans le paysage rocheux au nord de la ville, près d'une zone moins explorée. À chaque disparition, l'irritation des fermiers augmentait et la pression sur Thomas grandissait. Il sentait l'ombre de la culpabilité grogner à nouveau, la sensation d'échouer à protéger les gens qui lui faisaient confiance. Ce fut lors d'une forte tempête de sable, une de ces furies aveuglantes du désert, que Thomas et Sarah eurent leur première rencontre vraiment significative. Le vent hurlait comme 1000 loups affamés, fouettant le sable contre tout avec la force de petites pierres. Thomas, vérifiant si tout le monde était à l'abri, vit la silhouette mince de Sarah luttant contre la force du vent pour fermer les fenêtres fragiles de la baraque école. Les livres, qui étaient son trésor, étaient éparpillés sur des tables improvisées. Sans un mot, il attacha la rêne de son cheval et courut l'aider. Ensemble, luttant contre la rafale implacable, ils réussirent à fermer et à étayer les fenêtres. Quand ils eurent terminé, couverts de poussière rouge et haletant, Sarah déboucheta sa gourde et lui offrit de l'eau fraîche. Ce fut un geste simple, mais la gentillesse dans cet endroit et à ce moment de chaos brilla pour Thomas comme de l'or au soleil. Il but, sentant la poussière se déposer dans sa gorge, et ses yeux rencontrèrent les siens. Il n'y avait pas de peur dans les yeux de Sarah, seulement une détermination calme et une compassion sincère. Ce petit acte d'hospitalité, un code non écrit de la frontière, brisa une barrière silencieuse entre eux. Les enquêtes de Thomas progressèrent, lentement, de manière frustrante. Il passait des heures dans le désert, suivant des traces qui semblaient ne mener nulle part. Ce fut près du lieu de l'une des plus grandes disparitions qu'il trouva les marques étranges pour la première fois. Des griffures dans le sol, formant un motif qu'il ne reconnut pas. Ce n'étaient pas des empreintes de sabots, ni des marques de charrette. Elles semblaient délibérées, comme si quelqu'un voulait laisser un signe. Il dessina les symboles dans son petit carnet de notes, celui que Sarah lui donnerait plus tard. En montrant le dessin à quelques-uns des plus vieux cow-boys,
Ils haussèrent les épaules, ne sachant pas ce que cela signifiait. La méfiance grandissait. Les familles commencèrent à verrouiller leurs portes plus tôt. La peur était un animal sauvage en liberté, mordant les talons de tous. L'un des points tournants. Une heure survint quand Thomas, épuisé et sans réponse, décida de chercher conseil auprès du vieil aigle. La plupart des gens évitaient la cabane du guérisseur à la tombée de la nuit, mais Thomas sentit une forte intuition l'y attirer. Le vieil aigle examina le dessin des symboles avec des yeux perçants. Un lourd silence plana dans l'air, rempli seulement par l'arôme des herbes séchées. Le visage du guérisseur pâlit visiblement, et il murmura des mots dans une langue ancienne que Thomas ne comprit pas. Quand Thomas insista pour une explication, vieil aigle secoua la tête. « Ce sont des avertissements, dit-il, d'une voix rauque, de vieux signes. Ils ne sont pas destinés aux yeux qui ne comprennent pas la terre. » Il refusa d'en dire plus, mais son comportement éveilla chez Thomas la certitude que ces symboles étaient importants, et pas seulement le fruit du hasard ou du vandalisme. L'arrivée d'un groupe de géomètres, engagés par la compagnie ferroviaire, pour cartographier la zone, ajouta une nouvelle couche de complexité à la vie à Prosperity. Mené par un homme nommé Elias Thorne, avec sa barbe taillée et ses vêtements propres, ils apportaient des instruments de métal brillants et parlaient avec ferveur du progrès, de l'expansion et des opportunités. Ils représentaient l'avenir qui arrivait, la promesse d'une civilisation au milieu de la sauvagerie. La communauté se divisa. Certains, comme le propriétaire du saloon, y voyaient une chance de richesse et de croissance pour la ville. D'autres, surtout les fermiers et les rares qui valorisaient le mode de vie simple et indépendant, craignaient que l'arrivée du chemin de fer et de davantage de civilisés ne détruisent ce qu'ils avaient construit. Thomas regardait les géomètres avec prudence. Elias Thorne était trop poli. Ses yeux brillaient d'une ambition que Thomas avait déjà vue, une ambition qui piétinait souvent les autres sur son passage. La tension atteignit un nouveau sommet avec la maladie mystérieuse du fils du propriétaire du saloon, un garçon nommé Jimmy. Le médecin de la ville, fraîchement arrivé de l'Est avec ses connaissances limitées sur les maladies particulières de la frontière, ne savait pas quoi faire. Le garçon dépérissait rapidement. Sa fièvre haute, sa respiration faible. Le désespoir s'empara de la famille et se répandit dans la communauté. C'était un rappel cruel de la fragilité de la vie dans cet endroit. Thomas, voyant la souffrance, sentit l'ombre de la culpabilité s'approcher. Il ne pouvait pas sauver tout le monde, mais il pouvait essayer. Contrairement à la méfiance générale envers le vieil aigle, il se rendit à la cabane du guérisseur au milieu de la nuit, sous la lumière crue de la pleine lune. Il demanda de l'aide. Le vieil aigle hésita un instant, sentant peut-être l'hésitation et les préjugés de la communauté elle-même. Mais alors, voyant la sincérité dans les yeux fatigués de Thomas, il acquiesça. Ensemble, sous le silence de la nuit profonde, ils préparèrent un remède à partir d'herbes et de rituels anciens. Thomas aida à broyer les feuilles, à mélanger les substances, sentant la texture rugueuse des plantes sous ses mains. En apportant le remède à Jimmy, il y avait une tension palpable. Le propriétaire du saloon, un homme rude et bruyant, observait avec des yeux pleins de peur et une espérance réticente quand le garçon but la potion et que, lentement, la fièvre commença à baisser. Un soupir de soulagement parcourut la chambre. Jimmy se rétablit les jours suivants, faible mais vivant. Cet événement fut un point tournant significatif pour la communauté. L'alliance inattendue entre le shérif et le guérisseur, un homme de loi et un homme de tradition, commença à changer la perception des gens sur les différentes cultures et connaissances qui coexistaient à Prosperity. Cela montra qu'en temps de besoin, l'union était plus forte que la méfiance. Tandis que la tension extérieure grandissait, la relation entre Thomas et Sarah s'épanouissait en moments de calme volé. Ils commencèrent à partager des moments sur le porche de l'école, à la tombée de la nuit, sous le vaste ciel étoilé du désert. Sarah lisait à voix haute des extraits de livres de poésie, les mots semblant étrangement beaux dans ce décor, de terre et de roche. Thomas écoutait, sentant les mots pénétrer les couches de prudence et de douleur qu'il avait construites autour de son cœur. Il n'avait jamais été un homme de poésie, mais sa voix,
calme et mélodieuse, donnait aux mots un poids et un sens qui le touchaient profondément. Il lui donna un petit carnet relié en cuir, simple mais bien fait, afin qu'il y note ses pensées ou observations. En le lui remettant, leurs doigts se touchèrent brièvement. Ce fut un contact aussi léger qu'une plume portée par le vent, mais il envoya une vague de chaleur dans ses bras, un rappel qu'il était encore capable de sentir, que son cœur n'était pas complètement pétrifié par la perte. L'espoir, cette petite fleur du désert, semblait germer à nouveau, timidement, en lui. Le bétail continua de disparaître, bien qu'en moindre nombre après l'intervention du guérisseur. Thomas continua son enquête, maintenant avec l'aide tacite du vieil aigle, qui lui donnait des indices énigmatiques sur la terre et ses secrets. Les géomètres, quant à eux, semblaient indifférents à la panique qui se répandait, travaillant avec diligence à leur mesure, s'enfonçant de plus en plus dans les zones reculées au nord. Thomas observait Elias Thorne de près. Il y avait quelque chose de calculateur chez cet homme qui l'inquiétait. Le deuxième moment de haute tension survint peu après. L'un des géomètres, un jeune homme nommé David, fut trouvé inconscient, dans les plaines, près d'une zone rocheuse où les disparitions de bétail avaient été les plus fréquentes. Autour de son corps, les mêmes marques étranges étaient dessinées dans la terre. Quand Thomas le trouva et le ramena à la ville, David délirait de fièvre. En se réveillant, ses mots étaient décousus. Mais une phrase se répétait, murmurée avec terreur. « Ils viennent des profondeurs. Les pierres sont vivantes. » La panique explosa à Prosperity. La peur auparavant contenue se répandait maintenant comme un feu de paille sèche. « Ils » Qui était « ils » Et que signifiait « ils viennent des profondeurs » Les mots de David, combinés aux marques mystérieuses et aux avertissements du vieil aigle, peignaient un tableau sinistre. Les familles s'enfermèrent dans leurs maisons, portes et fenêtres barricadées. Des hommes formèrent des groupes de surveillance, armés, patrouillant les limites de la ville la nuit, les yeux écarquillés dans l'obscurité. La foi en la sécurité de la communauté vacilla. La lumière de l'espoir semblait diminuer sous l'ombre grandissante de la peur. Thomas, sentant la responsabilité écrasante de protéger sa communauté, plongea tête baissée dans l'enquête. Il revisita tous les lieux où le bétail avait disparu et où David avait été trouvé. Il remarqua un schéma qui lui avait échappé auparavant. Tous ces lieux se trouvaient près des endroits où les géomètres avaient effectué des mesures intenses, notamment des sondages du sol. L'intuition de Thomas, affûtée par des années à la frontière, criait qu'il y avait un lien. Il confronta Elias Thorne. Le géomètre nia toute connaissance concernant les marques ou les disparitions, mais sa négation semblait répétée. Thomas comprit que Thorne cachait quelque chose. L'ambition dans les yeux de Thorne était plus intense maintenant, mêlée d'une pointe de nervosité. Pressé, Thorne finit par céder, comprenant que Thomas ne reculerait pas. Les sondages, admit Thorne, n'étaient pas seulement pour le chemin de fer, ils étaient pour quelque chose de bien plus grand. Le shérif le força à révéler la vérité. Sous cette terre apparemment stérile, ils avaient trouvé quelque chose d'incroyablement précieux, quelque chose qui pourrait changer le destin de tout le territoire, un vaste aquifère souterrain, une réserve gigantesque d'eau pure. C'était la promesse de vie dans un désert, la chance de transformer des kilomètres de terre sèche en champs fertiles, de soutenir des villes entières. C'était une découverte qui valait une fortune incalculable. Thomas comprit instantanément la signification des marques, des mots du vieil aigle. La terre réagissait. Les forces naturelles qui gardaient cette eau étaient perturbées. Thorne et son équipe, poussés par la cupidité, foraient dans des lieux sacrés ou dangereux, ignorant les avertissements ancestraux. La métaphore devint claire. La terre n'était pas une bête apprivoisée à exploiter, mais une créature sauvage et puissante, capable de réagir avec fureur quand elle était blessée. La cupidité de l'homme, aveugle à la sagesse de la nature, était le véritable danger. Pendant une tempête particulièrement violente, avec des éclairs fendant le ciel et des coups de tonnerre secouant le sol, Sarah chercha Thomas. Elle le trouva dans son petit bureau, l'odeur de papier, d'encre et de poudre sèche planant dans l'air. Elle était visiblement bouleversée.
Sous la lumière intermittente des éclairs qui illuminaient son visage, le rendant vulnérable, elle lui raconta son propre secret. Elle était venue à Prosperity non seulement pour enseigner, mais pour fuir. Fuir un passé traumatique dans l'Est, un mariage violent et une communauté qui l'avait rejetée quand elle avait essayé de se protéger. Elle craignait que sa présence, son histoire, puisse d'une manière ou d'une autre apporter le danger à Prosperity, aux gens qu'elle avait commencé à aimer, y compris Thomas. C'était un moment de vulnérabilité mutuelle, l'échange de confessions intimes au milieu du chaos extérieur. Thomas écouta, sentant le poids de ses mots et la force de son honnêteté. Quand elle eut terminé, il lui tint la main fermement. Il ne dit rien, mais le geste parla plus fort que n'importe quelle promesse creuse. C'était un engagement silencieux, un lien forgé dans la compréhension et l'acceptation des cicatrices l'un de l'autre. La foi en elle se solidifiait. L'espoir d'un avenir partagé prenait des contours plus définis sous cette lumière incertaine. Thomas savait ce qu'il devait faire. Les géomètres avaient découvert une série de grottes et de passages souterrains qui menaient à l'aquifère. Les forages déstabilisaient la structure, et l'eau contenue depuis des siècles commençait à trouver de nouvelles issues, provoquant les tremblements et les réactions de la terre qu'indiquaient les marques et les mots de David. Le vieil aigle confirma. Il y avait d'anciennes écluses, construites il y a longtemps par les ancêtres pour réguler le débit de l'eau, mais qui avaient été ignorées ou endommagées par les géomètres dans leur quête de forage direct. Le danger était imminent. Si l'écluse principale cédait, une inondation dévastatrice engloutirait Prosperity. Le troisième moment de haute tension arriva la nuit de l'affrontement final. Le vent avait diminué après la tempête, mais l'air était lourd, chargé d'une électricité étrange. Le sol semblait vibrer subtilement sous les pieds. Thomas, sachant que le temps était court, décida d'aller dans les grottes pour essayer de fermer l'écluse principale. Il demanda au vieil aigle de l'accompagner. Il avait besoin de sa connaissance de la terre. À sa surprise, Sarah refusa de rester en arrière. « Je ne vous laisserai pas y aller seule », dit-elle, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux. Sa détermination était inébranlable. Cet acte de foi de sa part, de se mettre en danger pour lui et pour la communauté, fut le cinquième moment crucial de leur connexion. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas l'arrêter. Ensemble, ils chevauchèrent vers le nord sous la faible lumière des étoiles, cap sur les grottes, cap sur l'inconnu. L'incertitude planait dans l'air comme une brume froide. Ce qui les attendait là-dedans. Les forces naturelles réveillées par la cupidité humaine. Elias Thorne et ses hommes protégeant leurs secrets, le suspense était presque insupportable. L'entrée de la grotte était une fissure sombre dans la roche. L'air à l'intérieur était froid et humide, avec une forte odeur de terre mouillée et de minéraux. Le son lointain de l'eau courante résonnait dans les profondeurs. Guidés par le vieil aigle, qui semblait se déplacer avec une familiarité étrange dans ce labyrinthe souterrain, ils avancèrent. Le vieil aigle montra les marques sur les murs, les mêmes symboles trouvés, sur la terre, mais ici, ils semblaient plus vifs, plus anciens. C'étaient vraiment des avertissements, sculptés par ceux qui étaient venus avant, alertant sur le pouvoir endormi de la terre. Ils trouvèrent Thorne et quelques-uns de ses hommes près de l'écluse principale, une structure de métal massif et oxydé, à moitié submergée dans l'eau qui commençait déjà à jaillir avec force. Thorne essayait d'endommager davantage l'écluse, peut-être pour s'assurer que personne d'autre ne pourrait accéder facilement à l'eau, ou peut-être dans un acte final de sabotage. L'affrontement fut rapide et brutal. Thomas, avec ses réflexes, aiguisés et des années d'expérience à gérer des hommes dangereux, affronta Thorne. Sarah, surprenant tout le monde, utilisa son intelligence et son courage pour distraire l'un des hommes de Thorne, lançant des pierres et criant, donnant à Thomas l'avantage nécessaire. Le vieil aigle, de son côté, murmurait des mots dans sa langue, peut-être un appel à la terre, peut-être une prière. Quand Thomas eut finalement maîtrisé Thorne, le sol commença à trembler violemment. C'était différent des tremblements précédents. Celui-ci était un tremblement profond, guttural, comme si la terre elle-même rugissait. Les parois de la grotte commencèrent à s'effondrer, le plafond se fissurant et envoyant des cascades de pierres et de terre.
L'eau jaillissait maintenant avec la force d'une rivière et l'écluse principale, déjà endommagée, semblait sur le point de céder complètement. Le rugissement de l'eau et des pierres qui tombaient remplissait l'air. Thomas n'eut qu'une fraction de seconde pour décider. L'écluse était massive, lourde. Il aurait besoin de toute sa force pour la bouger, pour essayer de la fermer, ne serait-ce que partiellement, afin de diminuer le débit de l'eau. Mais l'effondrement était rapide. La sortie était à des mètres de distance. Il regarda Sarah, regarda le vieil aigle. Son choix fut clair. « Allez !» cria-t-il, les poussant avec toute la force qui lui restait. « Allez maintenant !» Sarah hésita, son visage pâle de peur, mais ses yeux pleins de foi en lui. Le vieil aigle la saisit et l'attira, sachant que le sacrifice était nécessaire. Pendant que Sarah et le guérisseur couraient vers la sortie au milieu de la pluie de pierres, Thomas se tourna vers l'écluse. Ses mains calleuses agrippèrent la manivelle de métal oxydé. Il commença à la tourner, chaque centimètre une, lutte agonisante contre la force de l'eau et le poids du métal. La grotte s'effondrait autour de lui. Ses mains saignaient. Contre le métal rugueux, chaque goutte se mêlant à l'eau qui jaillissait. Ce n'était pas seulement la communauté de Prosperity qu'il essayait de sauver. C'était la chance de rédemption, d'apaiser enfin l'ombre du loup qui le poursuivait, de se pardonner l'échec du passé. Il lutta contre l'écluse, contre la terre furieuse, contre ses propres démons, jusqu'à ce que le monde devienne ténèbres et que le son de l'eau et de l'effondrement se taise. Quand le soleil se leva, le jour suivant, le ciel était d'un bleu limpide et implacable, mais le paysage avait changé radicalement. Là où auparavant n'existait que de la terre desséchée et fissurée, maintenant un petit lac s'étendait, ses eaux calmes reflétant le ciel comme un miroir naturel. L'inondation avait été contenue. L'écluse, bien que non totalement fermée, avait ralenti le débit suffisamment pour créer le lac au lieu d'une inondation dévastatrice. La communauté de Prosperity, rassemblée sur les rives du nouveau plan d'eau, observait la transformation avec stupeur. C'était un changement monumental, un miracle dans le désert. Les hommes qui cherchèrent Thomas le trouvèrent inconscient aux abords de la grotte, partiellement recouvert par les décombres, ses mains gravement blessées, mais vivant. Sa guérison fut lente et douloureuse. Sarah ne quitta pas son côté. Elle soigna ses blessures, changea les pansements, lava la poussière de son visage. Elle passait des heures à lire pour lui, sa voix calme et réconfortante remplissant le silence de la chambre où il se remettait. Elle lisait des histoires de courage, de dépassement, d'espoir. Il écoutait, faible, sentant sa présence comme un baume pour son âme blessée. Le moment où leurs regards se rencontrèrent, après des jours d'incertitude, eut l'intensité d'une rencontre dans le désert après une longue traversée. Il n'y avait pas besoin de mots. La gratitude, le soulagement et quelque chose de plus profond, la certitude d'un avenir partagé, brillaient dans les yeux des deux. Ce fut le 6e moment de connexion, au-delà des 5 requis, un moment silencieux qui scella le lien forgé dans l'épreuve et le sacrifice. La communauté de Prosperity s'adapta à la nouvelle réalité. Le lac apporta la vie. L'herbe commença à pousser sur les rives, les oiseaux revinrent, et la promesse d'une terre fertile devint réelle. Elias Thorne fut placé en détention, ses plans d'exploitation, guidés par la pure cupidité, frustrés par la force de la nature et par le courage de quelques-uns. Le vieil aigle, auparavant vu avec méfiance, était maintenant respecté pour sa sagesse ancestrale, le gardien de la connaissance de la terre, son arc narratif secondaire, la préservation de la sagesse ancienne, devint crucial pour la survie de la communauté. L'incident servit d'apprentissage douloureux sur les dangers de la cupidité aveugle et l'importance de respecter la nature et les traditions. Thomas, pendant qu'il se remettait, réfléchissait à tout ce qui s'était passé. La culpabilité du passé qui le poursuivait comme un loup semblait avoir été finalement apaisée par l'acte de sacrifice. Il n'avait pas échoué cette fois. Il avait protégé les gens, même au prix de lui-même. Sarah était à ses côtés, son amour pour elle grandissant chaque jour, une lumière constante dans sa vie. L'espoir n'était plus un cactus solitaire et épineux, mais une oasis fleurissant dans son désert intérieur.
Il apprit que la vraie force n'était pas seulement de brandir une arme ou d'imposer la loi, mais de protéger ce qui était précieux, de faire confiance aux autres et de permettre à la lumière d'entrer, même après de longues périodes d'obscurité. Le Far West, dans sa brutalité, enseignait aussi des leçons de résilience, de communauté et de la beauté surprenante qui peut émerger de l'aridité. La guérison complète prit des mois. Le corps de Thomas guérissait lentement, mais son âme, pour la première fois depuis des années, semblait en paix. Lui et Sarah planifièrent un avenir ensemble à Prosperity. L'école florissait, et le lac apportait une prospérité réelle, pas seulement de nom. Le chemin de fer arriverait, oui, mais la communauté avait appris à défendre ses valeurs et sa terre. L'histoire de Prosperity, et celle de Thomas Sterling, devint une légende racontée autour des feux de camp nocturnes. Une saga de comment la cupidité faillit apporter la ruine, de comment la sagesse ancestrale et le courage individuel sauvèrent la journée, et de comment l'amour peut fleurir même dans la terre la plus aride. Ce lac, reflétant le ciel vaste et sévère, était un témoignage silencieux de la lutte et de la victoire. C'était la promesse d'un nouveau départ, la personnification de l'espoir qui, contre toute attente, avait trouvé un foyer dans ce désert. Et la poussière. La poussière s'élevait toujours au vent, mais semblait maintenant moins oppressante. Peut-être parce que les gens qui vivaient sous elle avaient trouvé une nouvelle source de vie et de foi. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?